aussi maman de deux enfants, Charlie et Frédéric, de deux adolescentes, et j'ai passé au travers de plusieurs transitions avec elles. J'en ai une qui monte au cégep l'année prochaine, donc je vis encore des transitions avec elle. Je travaille au centre de service depuis 7 ans. J'ai eu la chance de travailler avec les familles 0,5 ans, 0,6 ans depuis le début de mon parcours professionnel, dans tous les réseaux, dans tous les contextes des secteurs d'activité. Aujourd'hui, je suis bien sûr très bien accompagnée. Dans l'ombre, nous aurons Geneviève Saint-Onge, qui est conseillère pédagogique récit. Ça veut dire tout ce qui est technologique, tout ce qui est... on faisait là, des tests tout à l'heure, donc Geneviève, elle est là pour veiller au bon fonctionnement de la rencontre avec nous. Il y a aussi Annick Ouellette, qui est une conseillère pédagogique aussi, mais des services de garde en milieu scolaire. Il y a un service de garde à l'intérieur même de nos établissements primaires. Elle va venir expliquer tout à l'heure un peu la base de ces services-là, puis comment ça fonctionne. Et bien sûr, ma co-animatrice, Estelle Pelletier-Créltien, qui est mon amie, qui est ma collègue, psychoéducatrice dans nos écoles primaires. J'ai la chance de co-animer. Je vais lui laisser la chance de présenter elle-même. Alors, bonsoir tout le monde. Mélanie et moi, on est vraiment très contentes de refaire cette édition de notre conférence de l'entrée à la maternelle. On se disait justement aujourd'hui qu'on aurait aimé ça quand nos enfants étaient petits, petites, d'avoir accès à cette information-là. Puis je peux vous dire aujourd'hui qu'en tant que maman d'enfants qui sont secondaires, dont une qui est passée en secondaire 1 cette année, les notions que vous allez voir ce soir, les trucs qu'on va vous partager vont éventuellement vous rester en tête là, dans quelques années quand vous allez revivre une transition comme ça. Quoi qu'ils n'ont pas le même âge, mais des fois, il y a des similitudes quand même là, dans les besoins là, et dans les moyens qu'on va vous partager. Dans le fond, pratico-pratique, c'est ça. Je suis au primaire, là, dans des écoles primaires, là, dans le centre de service scolaire. Ça fait déjà plusieurs années. J'ai vraiment aussi une passion pour le préscolaire. Cette année, j'ai l'immense chance d'avoir complètement un morceau de ma tâche qui est dédié là, au préscolaire dans mon école principale. Donc, on est vraiment dans un secteur où on travaille beaucoup, beaucoup avec nos partenaires de la petite enfance. Alors, je suis très choyée que ma collègue m'ait demandé déjà, là, il y a quelques années, de travailler avec elle. Petit détail technique, dans le fond, la rencontre est enregistrée ce soir pendant la présentation. Les micros, le clavardage sont fermés. Vous allez avoir accès au micro-clavardage plus tard à la période de questions et l'enregistrement va cesser, on va vous le répéter tantôt, là, pendant la période de questions à la fin de la rencontre. Puis, si jamais on est consciente que vous êtes dans un 5 à 7 là, avec des enfants qui sont plus jeunes, donc s'il y a quoi que ce soit, que ça devient un peu houleux ou plus difficile, sachez que la rencontre va être rediffusée là, dans quelques jours, là, autour du 14 avril, c'est ça? Oui. Sur les plateformes du centre de service scolaire, fait qu'il n'y a aucun problème. On comprend la réalité, on s'en rappelle de la réalité des enfants là, quand ils sont plus jeunes. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les détails techniques de ce soir. La rencontre devrait se terminer autour de 7h30, là, ou le contenu de la conférence, mais on se laisse quelques minutes dans le fond là, pour être sûr de vous passer là, toutes les informations qu'on avait envie de faire. Juste pour dire que la période de questions, elle ne sera pas enregistrée. Puis, tu sais, ça va être des questions qui sont plus d'ordre général. Les questions spécifiques, là, je vais donner mon adresse courriel dans le clavardage. Donc, on va pouvoir échanger, là, on se prendra un petit rendez-vous. Fait que les questions, vous allez pouvoir ouvrir vos caméras, écrire dans le clavardage vos questions. Tout va être réactivé à ce moment-là, là, que vous soyez bien à l'aise. Et parce qu'on a parti l'enregistrement peut-être un petit peu tardif, je vais juste prendre la peine de me représenter avant de débuter la rencontre. Je suis Mélanie Moisan, je suis agente de développement aux transitions scolaires au centre de services scolaires des Hautes-Rivières depuis 7 ans. Donc, on commence toujours avec la première transition scolaire. Donc, on parle vraiment aujourd'hui du passage des milieux de la petite enfance ou de la maison vers la maternelle, donc le premier. Donc, si vous êtes prêts, on va aller au plan de la présentation. Vous allez vous familiariser avec le langage des enseignantes de maternelle. Souvent, ils vont utiliser le menu du jour. C'est un mot que vos enfants vont peut-être ramener à la maison pour justement nommer un peu les activités et les séquences qui vont avoir lieu pendant leur journée. Voici le menu que je vous propose pour ce soir. Donc, on va voir un peu c'est quoi la transition à l'école, les besoins puis les émotions de tous dans une transition, mais dans celle-là en particulier.
comment je peux accompagner mon enfant, qu'est-ce que je peux faire pour le soutenir, pour que cette transition se passe en douceur, quelles sont les prochaines étapes. J'ai été inscrire mon enfant à l'école, à son école de secteur, de bassin géographique. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ça va être quoi? Est-ce que l'école va m'inviter? Donc, je vous amène un petit peu là, dans un futur rapproché des prochaines étapes. Et bien sûr, là, je vais vous partager des ressources dans la communauté, mais des ressources aussi que vous allez pouvoir lire ou consulter si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et comme dit précédemment, une période de questions suivra à la fin. Alors, si ça vous va, je commence avec une question. Donc, quels sont les prérequis que l'enfant doit avoir pour rentrer à la maternelle? Question qui a l'air très simple, mais souvent on s'en met beaucoup sur les épaules et on fait comme une liste à cocher de toutes les choses qu'on devrait faire ou que l'enfant devrait savoir faire avant de rentrer à l'école. Et je vous arrête tout de suite. Il y a un critère. Donc, il y a un seul critère, un prérequis pour rentrer à l'école et ce critère-là, c'est d'avoir l'âge requis au 1er octobre. Donc, 5 ans au 1er octobre. C'est là que je vais faire ma petite parenthèse pour le 4 ans, parce que je pense que dans la salle aujourd'hui, j'ai aussi des parents qui ont inscrit leur enfant à la maternelle 4 ans. Pour la maternelle 4 ans, nous n'avons pas de classe dans toutes les écoles et c'est en demande. Donc, quand la demande dépasse l'offre, donc si je m'inscris dans une classe de maternelle et il y a beaucoup plus d'inscriptions que de places à la maternelle, on va utiliser des critères de priorisation. C'est sûr que tous les enfants, premièrement, du secteur vont être priorisés. Il y a une école, j'en prends une au hasard, Bruno Choquette au centre-ville, elle offre la maternelle 4 ans. Les élèves qui habitent autour, et c'est leur école de bassin, vont être priorisés. Il y a aussi une date qui est importante à garder en tête, c'est le 1er mai. Donc, c'est aussi important. Ça fait partie des critères. Donc, il faut avoir fait l'inscription avant le 1er mai. Et ensuite, référencement par un partenaire de la santé, avoir fréquenté un milieu de garde 2 ans et moins. Donc, ce sont des critères qu'on va utiliser pour sélectionner les enfants qui vont faire partie de ce groupe-là. Quand est-ce que vous allez le savoir? Je peux toujours tout de suite vous le dire. Vers la première semaine de juin, c'est les écoles qui vous en informent si vous avez été choisi. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, que même si vous êtes inscrit à la maternelle 4 ans, ça ne veut pas dire que vous allez être admis. 5 ans, vous allez tout être admis, mais 4 ans, étant donné qu'on a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas de classe partout, c'est important d'avoir cette information-là en tête. Maintenant, vous avez eu assez de temps pour regarder mes 2 enfants à l'écran. Donc, vous avez remarqué qu'ils n'ont pas le même âge. Le petit a peut-être 1 mois et le plus vieux vers les 11 mois. Et ça, c'est la réalité de nos enfants qui fréquentent le préscolaire. Est-ce qu'on aurait la même attente envers un petit coco de 1 mois versus un enfant de 11 mois? Est-ce qu'on demanderait les mêmes attentes au niveau du développement? Et non. Hein, la réponse, elle vient facilement quand on a ces 2 images-là en tête, mais c'est la même chose. À l'intérieur des classes de maternelle, vos enfants, même s'ils ont la même date d'anniversaire, ils peuvent avoir un écart de 8 mois entre eux dans le développement parce qu'on ne se développe pas de la même façon. Et des fois, quand on travaille une sphère, on développe plus, exemple, le côté moteur, mais des fois, le côté langagier, ben, il va un peu se fondre un peu. Fait que c'est sûr qu'on n'arrive pas à la même place à la maternelle, puis c'est pour ça que le programme cycle à l'éducation préscolaire 4-5 ans, il est développemental. On va prendre votre enfant où il est, puis on va l'amener où il peut aller. Donc, on ne le comparera pas aux autres. Il y a pas c'est pas des apprentissages, on dit préscolaire parce que c'est une année préparatoire qui les prépare à la scolarisation qui est la première année. Donc, petit rappel ici, en même temps, je vous informe, s'il y en a qui ne connaissent pas les Geniali, ce sont des présentations dynamiques. À chaque fois que vous allez voir, en fait, le petit pointeur, là, la petite main en haut, vous avez juste à cliquer dessus avec votre souris pour voir qu'il y a de l'interactivité. Et je vais vous faire un exemple. Donc, je vais cliquer ici sur la bulle, plus d'informations. Ce sont les informations que je vous ai données, mais vous allez pouvoir les revoir, les relire et les repartager là, de cette façon. Donc, on se souvient que chaque enfant arrive
comme il est, on les prend et il n'y a pas de critères pour rentrer à l'école, à part, bien sûr, d'être inscrit et d'avoir l'âge requis. Je pense que cette image-là, Mélanie, aussi est importante. Des fois, comme parents, on peut avoir tendance à comparer nos enfants, que ce soit dans la même fratrie, dans notre famille. Il y a les réseaux sociaux, mais d'avoir aussi en tête que, en tout cas, nous, à l'école, là, comme psychoéducatrice ou avec mes équipes écoles, on va considérer, on va souvent regarder dans les premières choses quand on a des questionnements sur un enfant ou on veut aller plus loin dans notre réflexion, à quelle date il est né, parce que ça va avoir un impact parfois sur son développement, puis où est-ce qu'il est rendu, puis sur nos attentes, nos interventions, puis les stratégies à mettre en place. Donc, tu sais, on parle de la maternelle 4 ans, mais je me souviens d'un, moi, qui est rentré, qui avait encore 3 ans, là, il a eu son 4 ans à la fin du mois de septembre. Fait que c'est toutes des choses qui sont importantes à garder en tête, mais vous aussi, comme parents, c'est un petit clin d'œil pour dire, ben, mon enfant entre avec son bagage, puis avec le mois de naissance qu'il a. C'est ça, ben, c'est bien l'image que tu mettes les 2 mois de l'année. Fait qu'un enfant qui rentre, dans le fond, à la maternelle, puis son anniversaire est en septembre, puis l'autre est en octobre. C'est quasiment une année d'écart. Donc, c'est à considérer beaucoup au préscolaire. Ça va s'estomper au primaire, peut-être plus au 3e cycle, mais c'est vraiment à prendre en considération. Merci de le noter. Et on s'en sert aussi pour faire la formation des groupes parce que ça fait partie d'un critère quand même plus de vulnérabilité. Donc, on va souvent séparer garçons-filles. Vous le voyez, les groupes, on essaie de faire homogène, mais aussi ce critère-là devient important dans le sens nos plus jeunes enfants, de ne pas tous les mettre ensemble, de les mettre séparés dans des groupes distincts. Je vous amène maintenant à une transition. Une transition en général, c'est une période de temps durant laquelle l'enfant s'ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, social et humain. Donc, vous avez compris que ce n'est pas un moment, ce n'est pas la fin de la garderie, ce n'est pas le premier jour d'école. C'est un processus qui s'échelonne dans le temps. Puis la première transition scolaire, elle est particulière parce que cette période-là dure 16 mois. 16 mois, ça veut dire le mois d'août avant de son entrée officielle à l'école, donc septembre prochain. Fait que vous êtes présentement en processus de transition, votre enfant et vous, vers la maternelle. Fait qu'il faut se rappeler que c'est aussi une période qui réactive un peu peut-être nos histoires personnelles en tant que parents. Peut-être un deuil aussi de perdre notre enfant. Il est rendu grand, donc il s'en va quand même dans une mini-société. Donc, ça vient aussi nous ébranler là, en tant que parents. Des fois, l'attachement à la garderie est très fort, là, que ce soit un milieu familial ou un CPE, de dire mon enfant est là depuis quelques mois, 7, 8 mois, 10 mois pour certains. Fait qu'il y a vraiment, quand tu parles de deuil, des fois, ce détachement-là, comme parents, des fois, c'est notre dernier de notre cohorte d'enfants quitter là, le milieu de garde, que ça fait partie, mais c'est des émotions qui sont normales et qui font partie, dans le fond, de la transition. L'image que j'aime donner, c'est lorsque vous êtes devenu parent. Soit mère, soit père. On n'est pas devenu parent du jour au lendemain. Il y a eu un processus. Donc, oui, on part de l'idée. Après, il y a 9 mois pour se préparer. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on dirait qu'il change de transgenre, il faut encore s'adapter. Bien, une transition, c'est un peu ça. Donc, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Fait que c'est pas le premier jour d'école que la transition de votre enfant va terminer. Peut-être plus vers un processus vers octobre, novembre pour que tout le processus d'adaptation soit terminé. Et une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes habitués à avoir des transitions. Je les appelle les micro-transitions, mais il y en a beaucoup, surtout à 4 ans. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez dans les exemples que j'ai pu mettre à ma dispo. Lorsqu'on va au parc, comment qu'on quitte le parc? Quelle stratégie, quel moyen que je vais mettre au parc pour que ça se passe en douceur, que ça se passe bien, avant les repas, après les repas, avant de se coucher. Quelle stratégie? Avez-vous des routines, des repères que vous avez mis? Est-ce que vous avez des stratégies que vous utilisez? Lorsqu'il revient de chez papy-mamie, on le dit tout le temps, on dirait qu'il faut refaire tout le processus, toute la routine. Donc, des transitions, des micro-transitions, vous en vivez énormément. Déjà avec vos enfants, la seule affaire, c'est que les transitions scolaires, s'échelonnent, c'est ça, dans un plus long laps de temps. Et je vous le dis tout de suite, la première, si on met l'énergie puis on met l'amour sur celle-là, mais ça va aider votre enfant à laisser une empreinte positive puis réutiliser ses acquis pour les plus futures transitions scolaires. Et il y en a des transitions scolaires dans notre parcours. Je vous amène à la définition d'une transition scolaire harmonieuse. Tout le monde va vivre une transition.
scolaire. Mais pour qu'elles vivent de façon harmonieuse, c'est une période qui se déroule avant, pendant et après l'entrée à l'école, dans laquelle l'enfant, sa famille, l'école, puis toute la communauté, on interagit puis on s'adapte ensemble. Puis là, on veut mettre des facteurs de continuité, ça, c'est des repères. On veut mettre des choses qui connaissent les enfants pour les rassurer, pour atténuer les changements. On ne veut pas les tasser, on ne veut pas les faire disparaître, on veut juste les atténuer. On veut trouver un certain équilibre afin que l'enfant, en fait, il réussisse à être lui-même, à être bien, puis qui va favoriser, bien sûr, là, sa réussite. Un enfant, sachez que s'il n'est pas bien au niveau physique ou émotionnel, si on n'a pas réussi à bien le sécuriser, il ne sera pas disponible aux apprentissages. Et c'est ça qu'on veut mettre en place avant, justement, de leur enseigner. On veut créer un lien, on veut qu'ils soient bien, on veut les connaître. C'est vraiment important. Une autre question. Que l'enfant ait fréquenté un milieu de garde ou passé sa petite enfance à la maison, à une halte garderie, il y a peut-être des intervenants de la santé qui le connaissent. La transition vers la maternelle comporte énormément de changements et on va en voir quelques-uns. Mais je suis sûre que si on était de vive voix avec l'interaction, vous pourriez m'en nommer beaucoup plus que ceux qui affichent à l'écran. La bâtisse. L'école, la grandeur, le personnel, les repas, les collations, la gestion, les communications avec l'école, autant dans le nombre que dans la qualité, que dans la façon, ça va être différent. Service de garde, le centre de service, l'école, l'enseignante. Donc, il y a beaucoup d'adultes de référence autour de votre enfant. L'horaire aussi, donc comprendre tous les horaires de votre école. Les siestes vont être différentes, les siestes ou les repos. L'identité, on change bien sûr, on n'est plus le petit ami de la garderie ou on devient un écolier, on devient le camarade de classe. Les pères viennent prendre une importance, donc la camaraderie, le transport, prendre l'autobus scolaire, l'autobus jaune. C'est vraiment une transition aussi pour vos petits cocos qui voient à peine à travers le banc. Ils ne voient pas. Ils voient pas. Les activités, il y en a des activités qui vont être similaires. Là, si votre enfant fréquente là, les services de garde, super programme d'activités en complémentarité avec nous. Donc, ça, c'est super. Par contre, il va y avoir des activités qui vont être différentes. Et nos attentes. Bien sûr, nos attentes envers le milieu scolaire, nos attentes avec nos enfants, notre attente envers nous, ça peut changer. Il faut considérer ces changements-là. Il ne faut vraiment pas les sous-estimer. J'essaie de vous mettre en place un nouvel emploi. Vous changez d'emploi demain matin. Vous allez une nouvelle équipe de travail, nouvelles règles de fonctionnement, nouvel endroit, stationnement, par où que je rentre, la porte, qu'est-ce que je fais en arrivant. Donc, il y a toutes des questions qu'on se pose nous-mêmes en tant qu'adultes. Imaginez-vous les enfants lorsqu'ils arrivent dans une école. C'est grand. Mettez-vous à genoux dans une école. C'est à peu près le parallèle que je pourrais vous donner. Donc, énormément de changements. Le but que vous les sachiez, ces changements-là, c'est que comme vous êtes le parent, on va vous le répéter souvent pendant la rencontre, c'est vous qui accompagnez votre enfant, c'est vous qui êtes le leader de cette transition-là, le principal leader, donc, de savoir ces changements-là, c'est d'être, on veut pas, c'est pas de vous faire peur ce soir, c'est d'être dans la conscience, de faire, ah ouais, il y a tout ça, OK, parfait, maintenant, on va vous donner des trucs, vous allez voir, ça s'en vient tranquillement pas vite, mais d'être vraiment dans la conscience réelle de OK, c'est ce qui s'en vient pour mon enfant ou mes enfants, là, peu importe. Et je suis comme parent, je le réalise et je prends ça sur mon aile, puis on traverse ça, là, dans le fond, cette transition-là là, de façon la plus harmonieusement possible. On en a parlé un peu, mais je vais quand même prendre le temps de vous les présenter. On a souvent l'erreur de mettre la responsabilité sur on va préparer l'école, préparer l'enfant à l'école. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Un enfant de 4 ans, ça a très peu de contrôle. Fait que c'est vraiment plus les acteurs ensemble qui collaborent, qui communiquent. C'est un peu mon travail de mettre les acteurs de la petite enfance en communication avec l'école pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se communiquent. Et vous aussi, en tant que parent aussi, on a un rôle en tant que parent de s'impliquer, puis tout notre sentiment d'être capable d'accompagner notre enfant fait toute une différence. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac en éducation pour pouvoir accompagner vos enfants à l'école. Loin de là. C'est vraiment, vous allez le voir un peu comme plus tard dans la rencontre, mais s'impliquer, on peut le faire de différentes façons sans avoir un bagage du tout en éducation. Pour notre petit coco, notre enfant, dans le fond, la capacité d'adaptation de notre enfant,
peut-être vous avez déjà plusieurs enfants, il y en a qui le font plus facilement, il y en a que c'est plus dur. Un des facteurs les plus significatifs dans toutes les transitions, là, parce que j'étudie et je m'intéresse à toutes les transitions, c'est les relations. Donc, les relations, miser sur les relations, ça a vraiment un impact. Donc, si le frère va déjà à l'école, le cousin, si la gardienne est en deuxième année, donc si les enfants de la rue, enfin, ils sont là puis ils vont à l'école aussi. Donc, toutes les relations, les possibilités que vous pouvez mettre des enfants avec qui vont aller à la même école, c'est super gagnant. D'aller justement aux opportunités que les écoles vous offrent, d'aller visiter les rencontres d'accueil pour voir les enseignants, pour voir les personnes avec qui votre enfant, encore là, je vous dis, ça paye, c'est le facteur le plus significatif. C'est vrai que le niveau des habiletés du développement, c'est bien, mais c'est juste une poursuite. Ça ne changera rien à la transition, le niveau des habiletés des domaines à 5 ans. Le but, c'est de poursuivre ce que vous faites déjà. Pour la capacité des parents de nous, en fait, à s'impliquer auprès de leurs enfants, je vous dirais toute votre histoire, comme j'ai parlé, votre histoire personnelle face à l'école, comment vous allez parler de l'école, comment vous allez parler positivement, pas juste parler. Parler positivement de l'école va avoir vraiment un impact sur sa capacité d'adaptation. Il faut faire attention, les enfants nous voient, nous entendent. On est les modèles, les principaux modèles, donc il faut faire vraiment attention, il faut se retenir des fois. Je ne vous dis pas que je suis tout le temps d'accord avec l'école, du tout, je ne vous demande pas de l'être non plus. Par contre, il faut qu'on gère ça entre adultes et non devant nos enfants. Et je vous l'ai dit, pour la capacité des milieux, c'est vraiment de s'adapter ensemble et de se parler. Accès au cliquage. Oui, le cliquage. Donc, les besoins maintenant, section, on a tous des besoins dans une transition, principalement, on va voir dans celle-là. Notre enfant d'abord, parce que nous, adultes, intervenants, parents, on a été habitués à gérer, en fait, nos envies, nos besoins, nos désirs. On est capable d'avoir un délai entre nos besoins et la satisfaction de nos besoins. Donc, les enfants, c'est à eux. C'est pour ça, c'est notre levier, en fait, pour tout le monde. C'est le levier. On veut le bien-être de l'enfant et on veut sa réussite. Il n'y a pas un parent ici qui va me dire, moi, je ne veux pas que mon enfant soit aimé, je ne veux pas qu'il ait des amis, je ne veux pas qu'il réussisse à l'école. Donc, c'est vraiment tout ensemble, on a un levier commun et c'est celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin, nos petits cocos, dans cette transition-là? Ils ont besoin de se sentir en confiance. Sur qui ils peuvent compter? À qui ils peuvent compter leur peur, leur tristesse, qui ont leurs envies, à qui ils peuvent se référer en cas de pépin, mais en cas de joie aussi, bien sûr. Savoir qu'est-ce qui l'attend. Vous savez, vos enfants, là, 4 ans, tu sais, dans l'auto, on est bientôt arrivé, qu'est-ce qui se passe? Le demain, le hier, le aujourd'hui, c'est très, 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 très nébuleux. C'est pas, même jusqu'à 7 ans, ils peuvent avoir quand même des difficultés à comprendre toute cette notion-là dans le temps. Donc, c'est important de se familiariser avec la nouveauté puis de savoir qu'est-ce qui l'attend et se sentir capable et compétent. Ils sont égocentriques quand même, les petits 4 ans. Hein? Ils ont besoin de se sentir bons, compétents. Regarde-moi maman, regarde-moi papa. C'est pareil avec l'enseignante. Ils ont besoin de se sentir qu'ils sont bons, sinon ils n'oseront pas, en fait, ouvrir à de nouveaux apprentissages. On s'en va maintenant, vous autres, les parents. On a aussi besoin, en tant que parent, d'être reconnu. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants. On considère, on reconnaît votre expertise. C'est vraiment important. Vous avez besoin probablement de comprendre les attentes de l'école, de savoir aussi qu'est-ce qui fait votre enfant en classe, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, vous donnez un peu un aperçu de sa journée. C'est quelque chose que vous voulez. Et vous voulez bien sûr qu'il soit protégé et qu'il soit apprécié de tous. Ça, c'est nos besoins. J'ai envie de dire, Mélanie, je me permets de dire, ça m'a allumé là, sur cette vignette-là, sur des situations qui se sont passées cette année. Tu sais, des fois, n'hésitez pas aussi les parents, des fois en milieu scolaire, là, nous, là, on est habitués dans notre roulement, puis on a un langage qu'on comprend entre nous.
Puis, je ramène parfois là, mes collègues, ou en tout cas dans certaines discussions, l'importance de vous vulgariser, vous les parents, comment ça fonctionne. Tu sais, c'est comme si on arrive à l'hôpital, puis le médecin, puis des fois, parle devant nous, on ne comprend pas tout, il parle avec l'infirmière, c'est un peu la même chose. Fait qu'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de gêne à y avoir. Puis, tu sais, c'est important, quand Mélanie nomme l'importance de se sentir reconnu et compétent comme parent, tu sais, parce que, bon, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas d'enfant parfait. Puis, je trouve que des fois, l'entrée à la maternelle peut un peu, là, j'ai juste challengé qui me vient en tête là, comme mot, mais tu sais, cet espace-là où dire, ben, OK, tu sais, c'est normal qu'on veut que notre enfant soit aimé, reconnu, et ça se peut là, que ce soit mis au défi, puis de le savoir ce soir, de le comprendre ce soir, de dire, hey, c'est un besoin qui est normal et qui est universel, et ça dédramatise un peu tout ça, puis ça permet de dire, OK, ben, c'est normal que je me sente comme ça comme parent, ça va passer, tu sais, ça va finir par passer. Puis vous allez voir, en fait, quand on voit les intervenants, eux aussi, ils ont besoin de vous connaître, ils ont besoin de connaître vos enfants. Dans les particularités aussi, dans les besoins de vos écoles. Puis là, je fais une petite parenthèse pour les enfants qui auraient besoin de soutien, qui ont des besoins spécifiques. C'est super important d'informer le milieu scolaire parce que c'est pas juste pour les accueillir, c'est pour mettre en place des stratégies, des moyens qui fonctionnent avec vous à la maison, qui fonctionnent à la garderie. C'est pour intensifier, mais aussi personnaliser vraiment en fonction de votre enfant. Donc, c'est vraiment important. On a besoin aussi, en tant qu'école, on a besoin de vous transmettre de l'information sur notre fonctionnement pour justement que vous aussi, vous en compreniez plus. Donc, on a vraiment besoin de se parler entre l'école et les parents. On a besoin de se sentir préparé aussi, bien sûr, là, pour vous accueillir. Fait que toute l'information qu'on peut avoir avant l'entrée scolaire nous aide énormément à se sentir préparé, à mieux accueillir vos enfants et à mettre en place, dans le fond, des services, des besoins autour de votre enfant adaptés et qui fonctionnent. Maintenant, je vais laisser ma collègue Estelle faire le tour un peu de toutes les émotions, la montagne russe d'émotions qu'on peut avoir dans une transition puis dans celle-ci. Dans le fond, quand Mélanie m'a approchée là, il y a quelques années pour faire cette conférence avec elle, elle souhaitait que je fasse la partie stress et anxiété qui s'en vient, dans le fond, après cette vignette-là. Mais on s'est justement dit dernièrement que c'était aussi important de rappeler que oui, on va parler du stress et de l'anxiété pour comprendre la mécanique puis comment on peut agir comme parent ou comme intervenant pour les intervenants qui sont là, mais c'est de se rappeler que c'est beaucoup de joie. Puis je suis pas mal certaine qu'à ce temps-ci de l'année, vos enfants de 4 et 5 ans ont très hâte d'aller à l'école. Puis des fois, il y a grand frère ou grande sœur qui y va, puis ils deviennent fébriles, puis il y en a peut-être déjà qui sont déjà tannés de la garderie. Il y en a aussi qui n'ont peut-être pas hâte, puis qui vont répondre, tu sais, ils sont dans le moment présent, puis c'est tu sais, un grand-parent va demander à une d'aller à la garderie. Non, j'ai pas hâte, puis c'est correct aussi. Fait que toutes les émotions sont valides. Je pense qu'il faut qu'elles soient normées, qu'elles soient accueillies par l'entourage de l'enfant, mais ça peut être changeant. Ils peuvent avoir hâte une semaine, moins hâte l'autre semaine d'après, mais généralement, il y a une panoplie d'émotions, mais il y a beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de fébrilité qui fait partie de ça. Donc, on voulait faire l'introduction de cette façon-là cette année. Parce qu'on amène le stress et l'anxiété, mais tu sais, les premières émotions qu'on a souvent, c'est il y a hâte d'aller à l'école, tu sais, et puis je le sens prêt, je me sens prête. Donc, par contre, tu sais, je pourrais juste peut-être une petite un petit bémol sur vos émotions. Peut-être à chaque fois Estelle va parler, de prendre aussi les vôtres. Des émotions, ça se partage avec les gens qu'on s'aime, ça résonne, qu'on dit. Donc, c'est sûr que si vous vivez ces émotions-là, votre enfant va les vivre là, également. Effectivement, tu sais, des fois, j'ai l'expression d'être plus mature, là, comme d'être plus rusé, ou même si ça se peut là, très bien qu'on soit stressé comme parent, puis c'est normal, mais d'essayer de ne pas le faire vivre à notre enfant. On essaie de ne pas l'exprimer, évidemment, avec des mots. Mais comme Mélanie dit, ça résonne. On n'a pas besoin des fois de le faire en mots. Fait qu'on essaie de se gérer, de se réguler comme parent là, pour éviter là, de transmettre là, ces émotions-là inquiétantes à notre enfant pour rien. Puis moi, j'ai épluché, on va en parler plus loin, là, des outils. Dans une de mes écoles, j'ai épluché le portrait des parents qui a été rempli. Puis c'était super intéressant parce que je pense que j'en ai lu 16 ou 18. Puis il y en avait un, sur tout le reste avait hâte, il était excité. Fait que c'était vraiment significatif puis représentatif. Puis moi, quand je vois qu'il y en a un qui a un petit peu moins hâte, bien là, c'est là que, comme psychoéducatrice, entre autres, là, je vais aller peut-être interpeller le parent ou interpeller le milieu de garde là, pour essayer de comprendre c'est quoi les besoins derrière. Donc,
Dans une transition comme celle, la première d'entrée à l'école, c'est tout à fait normal de vivre du stress et parfois de l'anxiété. Là, on voulait vous faire une petite théorie pratico-pratique ce soir. Nos définitions sont tirées du site de Sonia Lupien, qui est une chercheure très connue au Québec. Elle a des podcasts sur Spotify, entre autres choses, super intéressantes. Puis elle se garde vraiment à jour, puis elle déconstruit même certains concepts, des fois qu'on va se dire dans la société, qu'on va penser que c'est acquis, mais elle a vraiment des connaissances là, super spécifiques. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress est normal. Hein, c'est une réaction d'abord de survie, aussi d'adaptation qui nous sert à performer. Ce soir, si on n'avait pas eu un peu de stress et plusieurs imprévus, on aurait peut-être pas, tu sais, on serait peut-être un peu en train de s'endormir. Là. Alors, ce stress-là nous permet, fait que c'est normal. Il va être aussi transitoire. Tu sais, le stress, il va avoir généralement un déclencheur. Comme par exemple le premier matin, hein, quand on va à l'école, le premier matin, je ne connais pas beaucoup de familles qui sont hyper zen et qu'il n'y a aucun stress. Fait que tout ça, c'est normal, ça fait partie de la transition. Là où on va il faut poser un certain jugement ou avoir une certaine réflexion comme adulte, c'est quand on parle de l'anxiété. Donc, l'anxiété va être davantage si on peut le résumer dans une différence majeure parce que vous allez voir que les manifestations, ça se ressemble, mais c'est la peur d'avoir peur. Fait que vous allez avoir, dans le fond, c'est que le stress va devenir chronique. C'est qu'une fois que le déclencheur ne sera plus présent, ça va devenir plus de l'anxiété, ça va se poursuivre en dehors du déclencheur. Ou ça va devenir des scénarios qui vont être catastrophes. Un exemple très concret, un enfant stressé dans les premiers jours avant d'aller à l'école, est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce que Mathis va être dans ma classe? Est-ce que je vais avoir des amis pour jouer dans la cour de récréation? C'est un stress qui est normal, c'est des questions qui sont normales. C'est un enfant qui va être avec un profil plus anxieux, va être plutôt du genre à dire « j'aurai jamais d'amis, personne ne va jouer avec moi, je vais être tout le temps toute seule ». Fait que vous voyez un peu la différence concrète là, dans les deux manifestations, mais jusque-là, tout est normal. C'est une question aussi des fois de tempérament. Hein. On va avoir des individus avec des tempéraments parfois plus anxieux, puis c'est pas grave. Des fois, on le décrit un peu comme le mal du siècle, là, mais j'en parle souvent. Il faut arrêter de démoniser le stress et l'anxiété. Ça fait partie, dans le fond, là, de la vie de tous les êtres humains, sinon on ne se fait pas envie. Où est-ce que ça, comment ça se manifeste? Oui, c'est vrai, on présentait tout de suite ça. En fait, on va tout de suite vous dire, c'est qu'au niveau de la chronicité de l'anxiété, de l'inquiétude à avoir, c'est vraiment si vous avez un changement majeur dans le fonctionnement de votre enfant, mais qui perdure. Là. Tu sais, 2, 3, 4 jours, ça peut arriver, mais là, on parle de 4, 6, 7, 8 semaines, ça perdure. Vous avez essayé des stratégies, vous avez mis des choses en place, vous avez communiqué avec l'école, l'éducatrice spécialisée, puis ça se poursuit. On vous invite là, à aller consulter là, votre médecin ou un professionnel de la santé pour l'adresser parce que, si on parle de changement de comportement majeur et drastique. Mais vous allez voir que ça se pourrait que ça arrive pendant les quelques semaines de la transition scolaire. Puis là, je ris parce que j'en accompagne des familles, puis je le dis à chaque année quand je vais me présenter aux parents de mon école. Là, j'ai toujours des sourires, des visages un peu sceptiques qui me font oui, mais finalement, c'est souvent comme ça, même des enfants qui vont super bien, qui n'ont pas de besoins particuliers ou qui n'ont pas de défis frappants, vont avoir une période. La transition va susciter généralement beaucoup de fatigue. Ça, c'est un des symptômes les plus marqués, d'irritabilité, hein, moins de tolérance, plus d'impatience. Parfois, on va avoir de l'opposition. Des fois, notre enfant n'était pas tout à fait opposant. C'était réglé ça à 2 ans et demi. Mais là, oups, ça revient au grand galop. Beaucoup les mots somatiques, les mots de tête, les mots de ventre, il faut les prendre en considération. C'est un signe de stress, souvent chez l'enfant. Puis, il n'y a pas toujours les mots pour le dire à quoi il pense, ou qu'est-ce qu'il stresse dans sa tête, qu'est-ce qu'il stresse dans ses émotions. Fait que physiquement, ça va arriver. J'ai des petits mots de tête, des petits mots de cœur. J'aimerais ça peut-être ajouter, Estelle, que, en fait, on est tous humains comme ça. Moi, si je suis stressée, je vais avoir tel et tel symptôme. Vous, puis Estelle, ça va être différent. Mes autres collègues, ça va être différent. Fait que c'est pour ça que c'est difficile à détecter si c'est de l'anxiété, surtout quand c'est des comportements d'opposition. Des fois, on dirait qu'on ne perçoit pas des fois l'anxiété. Ayez cette peut-être lunette de plus pour la détecter. Elle n'est pas facile nécessairement à détecter. Oui, effectivement. Fait gardez-le en tête dans la première transition de dire que votre enfant n'est pas en train de développer des comportements tout d'un coup qui sont que comportementaux, dans le fond, que comportementaux. C'est qu'il y a vraiment, pour nous, c'est un symptôme, surtout dans le contexte de septembre, octobre, novembre.
peut-être décembre, dépendamment des enfants. Fait que ça dédramatise. Tu sais, aussi, comme parents, c'est qu'on fait OK, là, c'est transitoire. Il faut se rappeler que c'est transitoire et que ça devrait passer. Oui, on était rendu là. Une recette que nous, on aime beaucoup, Mélanie et moi. Moi, elle a vraiment changé ma vie à la maison, là, dans ma compréhension de comment mes enfants manifestaient leur stress, mon chum aussi. Comment aussi trouver des moyens. Comment trouver des moyens, exactement, parce que quand on comprend, après ça, on peut mettre des choses en place. C'est là, quand on ne comprend pas, puis que c'est nébuleux, que c'est difficile d'agir concrètement ou que ça donne des résultats. Fait que toujours avec Sonia Lupien, elle propose une recette qui s'appelle le ciné, qui est un acronyme. Vous allez peut-être voir le SPIN aussi, on préfère de loin le ciné. Ce que Sonia dit, c'est que dans une situation de stress ou d'anxiété, le ciné, les 4 composantes, une des 4 composantes, 2 ou 3, vont être sollicitées ou vont être mis à l'épreuve. Par exemple, j'ai une crevaison avant de venir ici, ou peu importe, je me casse une dent. Bon, il peut se passer plein de choses comme ça, mais ce sont des faits vécus. Mais dans le fond, une première transition scolaire, ce qu'on sait, c'est que les 4 composantes du ciné vont être nécessairement mises au défi. Alors, rapidement, je vais surtout mettre l'accent sur le C et le I, pardon. Dans le fond, il faut savoir que pour chaque composante, comme le C qui est le contrôle faible dans une situation de stress, il faut trouver le contre-exemple pour aider cette composante-là à mieux s'équilibrer. Alors, l'entrée à l'école, hein, on a une certaines pertes de contrôle. Nos points de repère ne sont pas nécessairement les mêmes. Fait comment on va faire pour donner à l'enfant du contrôle? Bien, on va aider à choisir les vêtements. Ça peut être de choisir sa collation le matin dans sa boîte à lunch. Ça va être aussi de lui donner des repères, comme dépendamment des activités que vous avez fait ou que vous allez faire avec votre enfant, des repères concrets. Je dirais même à 4 ans, le contrôle d'un enfant, c'est vraiment relié aux parents. Donc, plus on vous donne du contrôle, donc le choix, dans le fond, vous allez voir du service de garde ou du service de dîneur, le choix, dans le fond, de prendre le transport scolaire ou pas, le choix de vous inscrire aux journées pédagogiques ou pas. Donc, c'est tous des petits choix, dans le fond. Mais c'est dur de donner un certain contrôle à l'enfant là, à 4 ans. Exactement. Oui, c'est ça, à 4 ans. Des fois, 5 ans, c'est un peu plus capable, mais des fois, c'est juste, c'est quoi ta couleur de bas que tu veux mettre ce matin? Des fois, c'est banal, mais ça va quand même donner un petit pouvoir sur leur petite vie. Vous êtes habitué parce que dans le fond, le Terrible 2, dans le fond, vous avez appris, dans le fond, à faire des choix. Vous poursuivez, dans le fond. On recommence avec les choix. Oui. Dans le fond, l'imprévu, ça le dit, une situation imprévue, c'est imprévisible. Ce qu'on a envie de vous dire, surtout à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les imprévus, là, une alarme de feu à l'école, une suppléante le matin, une absence indéterminée d'un membre du personnel, le bruit des toilettes, etc. Par contre, on vous invite à travailler le mot imprévu dans votre langage au quotidien. Bien, au quotidien, il n'y en a pas tout le temps, là, mais quand ça arrive que les enfants prennent ce mot-là, ils l'intègrent, on se rend compte que c'est pas, puis c'est un peu un mot qui est hyper négatif quand ça se développe dans le langage des enfants, mais ça ne devrait pas toujours être négatif, un imprévu, parce que il peut devenir agréable, il peut être désagréable, mais il peut l'être. Y a-tu une journée qui n'a pas vraiment d'imprévu? Tu sais, dans toutes les journées, il y en a, donc apprendre ce mot-là, dans le fond, fait partie, puis comme tu as dit, des imprévus, ça peut être positif. Exactement. D'aller manger une crème glacée à soir parce qu'il fait beau, parce que c'est pas prévu, c'est aussi un imprévu, mais juste de le nommer dans votre vocabulaire. Des fois, les enseignants vont utiliser aussi un signe là, qui est le point d'exclamation pour mettre dans leur routine, leur menu du jour, là, comme j'expliquais, un peu l'imprévu. On travaille l'alarme de feu, c'est un imprévu, donc juste, puis on n'a pas de contrôle, donc il faut vraiment s'apaiser à ce moment-là, puis dire qu'on n'a pas de contrôle. Puis que ça fait partie, dans le fond, puis que c'est normal que s'il y a eu un imprévu, si vous allez chercher votre enfant le matin, c'était pas son éducatrice au service de garde, son enseignante est partie en après-midi pour une formation, ça se peut que cette soirée-là, votre enfant soit plus stressé, plus irritable aussi. Fait que quand vous allez les avoir en tête, qu'est-ce qu'il y a eu comme impact? Là, on parle de la transition, mais après ça peut être de décortiquer cette recette-là au quotidien pour comprendre, dans le fond, les réactions de votre enfant. Pardon. La nouveauté, on sait qu'il y en a beaucoup. On a vu tous les changements tantôt, fait que je ne pense pas qu'on a besoin de la décortiquer. Mais il faut juste se rappeler que quand il y a de la nouveauté, dans le fond, dans une situation stressante, mais plus il y a de nouveauté, plus ça l'augmente, dans le fond, peut-être le niveau de stress. Puis c'est là que quand on va aller donner du contrôle, entre autres choses, on va diminuer la nouveauté. Fait que plus que l'enfant va être exposé aux choses qu'on peut l'exposer dans la nouveauté là, de la transition qui s'en vient. Comme Mélanie vous a mis tantôt, le bâtiment, etc. Les amis, les repas chauds. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Là,
Ça va vraiment aider cette composante. La dernière qui s'appelle Ego menacé. Le mot ego a aussi des fois un peu mauvaise presse, mais on fait surtout référence au sentiment de compétence de l'enfant, à l'estime de soi de l'enfant. Donc, quand on rentre à la grande école, ça se peut que notre ego soit mis à l'épreuve. Ouais. Peut-être qu'on était le plus vieux de notre milieu de garde, le plus rapide, le plus fort, le plus vite. On faisait peut-être plus notre sieste. Peut-être, il y avait peut-être quelque chose qui fait que quand on entre à l'école, oups, on n'a pas cette même place-là, le ratio. Hein? Est-ce que votre enfant soit à la maison en milieu de garde ou en CPE, le ratio dans une classe de maternelle 4 ans, c'est 17, en maternelle 5 ans, c'est 19. Donc, le ratio n'est pas le même, puis ça fait en sorte aussi que votre enfant, c'est ça, dans son besoin des fois d'être reconnu, ça peut peut-être pas être toujours immédiat. Moi, je trouve tout le temps pour travailler sur l'ego menacé, c'est de rendre de plus en plus votre enfant autonome dans toute l'autonomie qui est fonctionnelle, qui est capable d'ouvrir son thermos, son ficello, sa compote de pommes, qui est capable de vraiment s'habiller puis de se déshabiller plus vite, mais il va pouvoir aller à la récréation, donc ça va lui donner la fierté. Fait que c'est pratiquer beaucoup ça parce qu'à 17, comme tu dis, 17 ou 19 élèves dans une classe, nos besoins ne sont pas répondus tout le temps. Donc, ça vaut la peine là, de vraiment travailler beaucoup l'autonomie. Super. Puis, dans le fond, on travaille le « je suis capable hein? », parce que des fois, comme parents, on a tendance à la faire à la place d'eux parce qu'on veut que ça aille plus vite. Parce que des fois, notre propre ego est menacé. Puis là, je sais que le temps file, mais j'ai envie de dire, tu sais, à chaque année, quand on fait notre rencontre d'accueil de maternelle dans mes écoles, il y a toujours une section comme bricolage un peu. Là, il y a toujours un parent qui veut donc que son enfant, il découpe ses lignes, puis il colle à la bonne place. Et là, il finit par faire le bricolage de son enfant, puis je trouve ça toujours drôle, puis bienveillant, parce que le parent, il veut que son enfant soit bon et tout, mais son ego aussi de parent, à ce moment-là, il est menacé parce que c'est pas grave. Non, si votre enfant, il ne peut pas le laisser, c'est pas la fin du monde. Nous, ce qu'on veut voir, c'est son progrès qu'il va avoir fait à la fin de l'année scolaire, dans le fond, quand on fait ce type d'activité-là. Moi, qu'est-ce qui a résonné, justement, quand ma fille est rentrée à la maternelle, ma première, on m'a dit, tu sais, quand tu fais à la place de ton enfant, tu lui dis, t'es pas capable. Fait que cette phrase-là, je me répète encore. Même j'ai des ados, là, je veux dire, on est comme un peu conditionnés à faire les lunchs, donc on veut le faire parce qu'on connaît bien nos enfants, on anticipe un peu les besoins de nos enfants, mais souvenez-vous, à chaque fois qu'on fait à la place de notre enfant, on lui dit « tu n'es pas capable de le faire ». Des fois, ça va prendre moins de temps, d'avoir plus de temps, mais essayer le plus possible de travailler s'il est capable de le faire, de le laisser faire, même si ça prend plus de temps, même si on est pressé le matin, puis c'est go, puis il faut aller vite. C'est ça. Je pense que c'est trouver le bon dosage entre une situation X, puis les besoins de mon enfant, puis l'importance de le stimuler à devenir autonome. On en a parlé tantôt. On parle juste des similitudes. Dans le fond, la plus grande similitude, on parlait tantôt des facteurs de continuité, des points de repère pour les enfants, le jeu là, à l'école, là, la différence entre le milieu de garde où si votre enfant est à la maison, puis l'école, c'est le temps de jeu. Puis dans le programme, il y a eu des changements il y a quelques années dans le programme au préscolaire. C'est 2 fois 45 à 60 minutes de jeu par jour qui sont dans les classes. Il y a certains modèles qui sont à l'extérieur. Dans tous les cas, ça, c'est un des. Fait que quand vous allez parler à l'école de votre enfant aussi, c'est de dire tu vas continuer à jouer, tu vas continuer à t'amuser, tu vas pouvoir continuer à explorer, c'est les blocs, peu importe qu'est-ce que c'est. Puis ça, là, c'est rassurant pour l'enfant parce que des fois, l'école, c'est comme. Des fois, on a de la belle famille qui va dire tu t'en vas à l'école, il faut que tu sois prêt, mais c'est pas assis un bureau. Je veux dire, moi, la maternelle, c'était demi-temps dans le temps. Là, puis, je veux dire, je suis pas si âgée que ça, mais dans le sens où t'es pas assis à un bureau, à un pupitre comme en première année. Elle est là dans la transition. Fait que le jeu, là, c'est le fait que là, c'est plus grande similitude avec le milieu de garde. Puis, oui, puis c'est le jeu libre en plus. Donc, le jeu libre, ça veut dire l'enfant choisit avec qui il veut jouer, puis avec quoi il veut jouer. Donc, c'est vraiment instauré dans nos milieux en petite enfance. Et je sais que vous jouez à la maison et il joue au service de garde. Donc, c'est un beau facteur de continuité. C'est ça qu'on veut vous dire. Utilisez les similitudes. Utilisez qu'est-ce qu'il fait présentement dans son milieu à la maison qui va être pareil. C'est ça que vous pouvez nommer, en fait, tout ce qui est pareil à l'école. Donc, des fois, ça va être un livre. Des fois, ça va être un jeu que peut-être qu'il va avoir. Il y a une amie qui va être dans la classe qui est déjà dans son groupe d'amis de la garderie. Donc, il faut trouver toutes ces similitudes puis il faut les nommer à l'enfant. Oui. On a la gestion... Accompagner mon enfant vers le monde scolaire. Donc, on a pas mal dit au fur et à mesure de la présentation des petits trucs. On va aller un petit peu plus loin, mais dites-vous que si déjà
vous répondez aux besoins de l'enfant, ben vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'il faut faire, c'est la base. Fait que vous ne vous trompez pas. Je vous les rappelle, on les a vus tout à l'heure. Donc, se sentir compétent, se sentir capable, développer les liens. On se souvient des liens avec les plus vieux, des liens avec des 4 ans, des liens des 4-5 ans, des liens avec l'enseignante, des liens avec tout le monde de son futur milieu. Développer son sentiment d'appartenance dans son groupe classe. Vous allez voir, il y a souvent l'effigie des animaux, des insectes, les loups, les coccinelles. Donc, ça aide l'enfant justement qui fait partie d'un groupe, même si à son école, pour 7 ans au moins quasiment. Donc, c'est important de développer ça, mettre en place des moyens pour développer ça. Le plus important, être rassuré, se sentir en confiance, c'est ça qu'il a besoin. Et pour vous le rappeler, j'ai une autre image. Je vais vous laisser une empreinte aujourd'hui aussi. C'est l'image de l'agent de bord. Donc, aujourd'hui, on s'en va toutes dans le sud et l'agent de bord nous voit, elle est bête, nous dit que c'est un stagiaire qui pilote l'avion en ce moment parce qu'ils sont en pénurie de personnel, qui est sur son 2e chiffre parce que la personne n'est pas rentrée. On va probablement avoir énormément de turbulences, fait qu'on va rester attaché, bouclé à la ceinture pour tout le voyage, puis les services de repas n'auront pas lieu. Comment on se sent? Est-ce que vous vous sentez en confiance avec moi si j'étais votre agent de bord? Je ne pense pas. Donc, il faut, en fait, même si ça grouille, ça pique quelque chose en dedans, même si ça vous fait quoi, c'est important de rester, en fait, solide et d'afficher un peu l'image, justement, de l'agent de bord, toujours souriante, qui nous accueille, qui nous informe du trajet, qui nous donne le nom du pilote, mais tout, en fait, confortable et accueillant pour qu'on se sente bien. Donc, il faut, en tant que parent, puis en tant qu'intervenant aussi, avoir la posture d'un agent de bord. Qui garde le sourire avec son chariot pendant la ligue, que les coudes accrochent tout le monde. Il y a comme cette elle nous aide, elle demande de l'aide. Donc, il faut être là pour... Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, hein, on n'est pas stressé un peu là, comme parent ou comme l'agent de bord, mais de ne pas le démontrer puis de le faire vivre à nos enfants. On va passer rapidement quand même. Là, vous allez pouvoir reconsulter le Giali, mais comme parents, là, on vous a déjà donné quelques moyens. On vous en redit dans cette vignette-là d'encourager la curiosité de votre enfant selon ses intérêts. À 4 ou 5 ans, c'est normal de triper sur un ou deux sujets. Là, on ne parle pas de décorer la chambre au complet là, en Stitch, par exemple, là, mais de partir des intérêts. À chaque année, je parle de mon garçon qui capotait sur les dinosaures quand il avait 4 ans. Mais c'était des lectures, des visites au musée, du dessin, de la motricité, jouer aux dinosaures, mimer des dinosaures, la motricité globale, le jeu, le théâtre. Fait que tout ça, là, partie des intérêts de votre enfant. Puis de cette façon-là, nécessairement, la curiosité va s'étendre, va se développer, puis il va développer un goût aux apprentissages. Ça lui permet de se familiariser avec l'école. Bon, on l'a dit, on vous invite vraiment à vous inscrire aux activités. Vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir les courriels des écoles pour vous inscrire aux activités de première transition. L'écouter puis le soutenir dans ses émotions. Je sais que tu as une petite anecdote à faire, mais j'ai envie de dire, les émotions de base, là, c'est important, on apprend à les nommer à 4-5 ans. Nos premières émotions, faites-le comme modèle aussi, comme parent. Aujourd'hui, je suis en colère, il s'est passé ça au travail, ou aujourd'hui, je suis pleine de joie parce qu'il fait super beau dehors. Et sinon, pour aller plus loin. Tu sais, quand on demande à quelqu'un, là, comme je demande à Estelle aujourd'hui, comment a été ta journée? C'est souvent une question, surtout à 4 ans, qu'on n'a pas de réponse, ou ils vont vous répondre qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais c'est vous qui avez fait le lunch, ou ils vont vous répondre s'ils ont bien dormi, parce que c'est des questions que vous posiez souvent à la garderie. Un petit truc que j'utilise, même encore, pas aussi quotidiennement que je le faisais auparavant, c'est le truc fraise, citron, chocolat. Donc, à tour de rôle, dans le fond, la famille, bien sûr. On a une chose qu'on a aimée de notre journée. Donc, donne-moi ta fraise. Alors, tout le monde, on passe, on nomme notre fraise. Ensuite, on y va avec le citron. Nomme-moi maintenant une chose que tu as moins aimée de ta journée. Puis là, on peut exagérer avec le côté amer et le citron. Donc, il y a une chose que votre enfant doit nommer et bien sûr, vous participez, qui a moins aimé. Et on finit toujours par le chocolat. Le chocolat, à qui tu donnes ton chocolat aujourd'hui? Le chocolat, en fait, c'est nommer une personne qui a posé un beau geste à ton égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, à qui tu aimerais, en fait, donner un chocolat. Quelqu'un qui t'a fait du bien ou qui a fait du bien à quelqu'un d'autre. Fait qu'un petit tour de table à l'heure du souper pour permettre à l'enfant de ventiler de sa journée d'une façon plus ludique.
Favoriser l'autonomie, on en a parlé tantôt, mais on en reparle, c'est important. Beaucoup aussi au niveau, entre autres, de la propreté, c'est le temps, le beau temps s'en vient. À 4 ans, physiologiquement, votre enfant est prêt à être propre. Parfois, il y a certains petits enjeux la nuit qui vont rester, ou parfois, on voit beaucoup aussi au niveau des selles, l'enfant a de la difficulté à s'essuyer seul. Là, vous avez quelques mois devant vous, mais c'est important de mettre l'accent, dans le fond, sur le développement de cette autonomie-là, entre autres choses. Puis là, tout ce qui vient avec, se laver les mains, changer. Fermer la porte, ouais, c'est toutes des choses qu'on ne fait pas nécessairement à la maison, mais des choses qu'à l'école, effectivement, on va faire. Exactement, parce que puis les garçons avec les urinoirs, là, si vous avez la chance que votre enfant pratique les urinoirs, c'est sûr que dans la maternelle, souvent, ils ont leur petite toilette, mais quand ils vont, par exemple, en éducation physique, les petits pantalons aux chevilles, c'est toujours, ça arrive à chaque année, mais de l'avoir en tête que c'est important. Fait qu'on panique pas ce soir, on dit, mon Dieu, mon enfant ne se suit pas toute seule, mais c'est de l'avoir en tête que ça serait important là, pour la rentrée que ce soit fait. On travaille les compétences sociales. On veut exposer notre enfant le plus d'occasions possible, puis ayez en tête toutes les fêtes de vos quartiers, dans votre quartier, les heures de compte à la bibliothèque, allez voir les parties de soccer à la municipalité, même si votre enfant ne joue pas ou peu importe, si vous ne connaissez pas personne, il va être dans le parc. Fait que d'exposer votre enfant au plus de situations possibles pour qu'il puisse développer, là, dans le fond, ses compétences sociales, puis avoir des interactions, dans le fond, là, avec son environnement. C'est le début des fêtes aussi d'amis, vous allez voir. Accueillir 9, 10 enfants d'âge préscolaire chez vous. Vous allez après avoir un grand respect pour les enseignantes de l'éducation préscolaire. 10 quand même, parler positivement de l'école et de cette nouvelle étape, on l'a dit plus tôt, on vous le redit. Ouais. On essaie de mettre de côté notre histoire de vie si celle-ci a été moins positive. On essaie aussi de dire, parce que c'est vraiment des faits vécus là, dans mon entourage, entre autres choses, où on a parfois la belle famille, par exemple, qui va dire ah, ben là, t'es mieux d'être moins tannant parce qu'à l'école, ça ne marchera pas. Fait qu'il y a comme des paroles comme ça qui sont nommées qui stressent l'enfant parce que, tu sais, ça n'a pas tant rapport. Là. Fait qu'on fait attention, puis on peut sensibiliser notre entourage à l'amener plus comme tu vas être bon à l'école, hey, tu vas être très actif, tu vas être bon en éducation physique. Je pense, tu sais, d'être plus dans cette optique-là, vous comme parents, puis dans votre entourage aussi, puis de partager vos expériences positives si vous en avez. Sinon, on fait d'en inventer aussi, là. Mais on raconte pas, on évite. C'est rare qu'on n'a pas aimé un gymnase, qu'on n'a pas fait une connaissance ou un ami qu'on a encore, ça peut être pas nécessairement à la maternelle. Je suis sûre que tu peux trouver quelque chose quand même de positif. L'impliquer dans les préparatifs scolaires, ben, ça dit ce que ça dit. Fait que les circulaires vont sortir, la petite liste, choisir peut-être le sac à dos, puis à la mesure de vos besoins comme parents, puis de votre réalité aussi, là, parce que des fois, ils vont vouloir choisir le kit de sac à dos le plus cher du magasin, mais avec des choix, comme on a dit tantôt, au niveau du contrôle puis de l'autonomie, ça peut être bon. Vous intéressez à ce qui vit à l'école, vous allez avoir des plateformes. Il y a plusieurs écoles qui utilisent des plateformes de communication qui vont être virtuelles. Moi, j'ai une enseignante, elle envoie des photos tous les jours presque à ses parents. Fait que c'est super intéressant. Fait que ça vous donne l'occasion de discuter aussi, de vous intéresser à ce que votre enfant vit à l'école là, à tous les jours, ou en tout cas du moins à toutes les semaines. Fait que tout ça, c'est dans le respect de son rythme et de ses intérêts. Ayez toutes ces petites notions-là ce soir, juste en conscience de parents, un peu comme au début, ce qu'on disait, de l'avoir en tête après ça. Je pense que ça va devenir naturellement parce que c'est pas. Il n'y a rien de. C'est pas. Je suis sûre qu'il y a des choses là-dedans que vous faites déjà, la plupart peut-être, mais c'est juste un petit rappel des fois, ou peut-être que je vais intégrer ça, mais rassurez-vous, en fait, je fais des bonnes choses présentement là, pour préparer mon enfant à la transition scolaire, à son entrée là, à la maternelle. Tout à fait. Quelles informations dois-je transmettre à l'école? Je vous dirais tout ce qui peut être pertinent pour nous permettre de mieux accueillir, connaître votre enfant, son fonctionnement va être accepté. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait une communication d'information. Là, on ne veut pas recommencer. Ils ont toute une histoire. Même s'ils ont 4 ans, ils ont toute une histoire, vos petits cocos, puis on veut la connaître. On est chanceux. En Montérégie, il y a une démarche qui a été développée, démarche rigoureuse, concertée avec tout le monde, des parents inclusivement, pour la transmission d'informations. Je vais vous en parler. En fait, probablement, vous l'avez peut-être déjà rempli. Ça s'appelle le Mon portrait universel parent. Les écoles, en fait, ont la responsabilité là, de vous le remettre de façon peut-être électronique ou de PDF pour présenter votre enfant. Donc, ses forces, ses défis, ses intérêts, comment vous le consolez, est-ce qu'il y a des peurs? Donc, toutes des choses qu'on peut pouvoir utiliser à partir de maintenant, mais aussi en début d'année là, pour tout le processus d'adaptation jusqu'à la première communication.
Les deux autres, ce sont des outils qui ne vous concernent pas, mais oui, ils vous concernent parce que vous avez toujours une autorisation parentale à signer avec ces deux-là. Il y en a un qui est plus universel. Fait que tous les enfants qui rentrent à l'école, on demande un document comme ça au service de garde. Donc, tous les milieux de garde confondus, CPE, milieu de garde familiale, les haltes garderies aussi communautaires. Donc, tous les enfants qui transigent vers l'école, les partenaires, on demande de remplir ce document-là. C'est le fun d'avoir une vision de groupe aussi. Hein? C'est le fun d'avoir le parallèle à la maison et aussi comment il fonctionne avec son groupe d'amis. Le portrait soutien particulier, je vous l'ai dit, ces petits cocos-là, c'est important d'avoir l'information rapidement, d'en prendre connaissance pour mettre des stratégies en place. Il sert à ça. Donc, il est rempli par tous les partenaires de la santé, des CPE aussi, des milieux de garde, tous les intervenants, en fait, qui gravitent autour de vos enfants, qui connaissent bien votre enfant, peuvent remplir ce document-là s'ils ont des grandes inquiétudes face à l'entrée scolaire de votre enfant. Donc, je vous encourage, en fait, à bien sûr les lire. Vous pouvez toujours les lire, les commenter et les signer avant qu'ils transigent au milieu scolaire. Je vous ai envie de vous dire que nous, on l'utilise en mai-juin quand on les reçoit, on les utilise quand, des fois à l'accueil aussi, là, dans l'été. Moi, je fais des plans de transition pour certains enfants qui ont des besoins particuliers là, en psychoéducation, mais on s'y réfère dans l'année. Dernièrement, j'en ai ouvert de nouveau parce qu'on a des enfants. Des fois, c'est comme, moi, il me semble que j'ai déjà vu quelque chose qui est écrit, des petits détails qui vont nous permettre de mieux gérer, par exemple, votre enfant face à un imprévu quand il y a de la peine. Fait que c'est vraiment riche, là. C'est un outil là, qu'on adore, nous, en milieu scolaire. Là. C'est la vidéo que je vais vous présenter en début de rencontre. Donc, vous allez pouvoir, là, en cliquant sur la vidéo, y avoir accès. Ça dure 5 minutes, puis ça l'explique vraiment bien tous les outils, toute la démarche, pourquoi. Et le pourcentage que vous voyez dans le fond et le commentaire, ce sont des parents. On a sondé après 2 ans, soit 700 parents. Et la plupart sont vraiment contents, en fait, qu'ils sont reconnaissants qu'on leur demande de présenter leur enfant parce que, je vous le répète, c'est vous qui les connaissez le mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de votre information privilégiée. Saviez-vous que j'étais cousine de Louise Joséus et j'ai commencé à parler très, très, très vite? C'est pas vrai. Je ne savais pas ça. Donc, quand même, prochaines étapes. Mon rôle de parent en prochaines étapes, nous sommes au mois d'avril présentement. Donc, c'est ici que je vais inviter ma collègue Annick Ouellette, qui est conseillère pédagogique pour les services de garde en milieu scolaire. Donc, si c'est inconnu pour vous, elle va pouvoir vous éclairer à ce sujet. Juste pour vous montrer un peu là, dans le processus de transition, on est ici, marche du 1, fait qu'on va partir d'ici pour vous dire les étapes qu'on a à réaliser jusqu'à l'entrée à l'école de votre enfant, même après. Alors, Annick, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais faire rapidement, mais sûrement. Donc, effectivement, les services de garde sont offerts dans l'ensemble des écoles de notre centre de service. Le service de garde, dans le fond, il est offert avant l'école, le midi et l'après-midi. Avant l'école, en général, là, les heures d'ouverture, ça tourne autour de, je dirais, 6h30, 7h pour l'ensemble de nos milieux. Partout, hein, il y a toutes les centres, toutes les écoles, il y a un service de garde. Parfois, le milieu de garde peut être très petit. Là. Il y en a qui ont 20 élèves. Donc, ils en ont 400. Donc, c'est très variable. On est aussi ouvert le midi, donc avant le midi et après l'école. C'est important de savoir, après l'école, de 14h30, parce que la maternelle termine aux alentours de 14h30. C'est sûr qu'à chaque école, il y a des petites choses qui peuvent être différentes. Donc, c'est vraiment important là, de communiquer avec la technicienne qui travaille au service éducatif de garde dans l'école. La technicienne, c'est elle qui s'occupe un peu de toute l'équipe, des administratrices, administrative, mais aussi de l'équipe. Exact. On peut l'appeler la gérante d'équipe, la coordonnatrice ou la madame à faire tout. Mais bon, on continue. À 2h30, c'est la fin des classes. À ce moment-là, c'est une période de surveillance parce que les autobus vont arriver à 15h
pour l'ensemble de l'école. Donc, entre 14h30 et 15h, c'est un service de surveillance qui est offert gratuitement par le centre de service. À compter de 15h environ, là, les heures sont vraiment approximatives. Donc, à compter de 15h, c'est le service de garde qui débute. Donc, c'est un service qui devient payant. Donc, le service de garde, effectivement, il est payant, subventionné par le gouvernement, sauf qu'il y a quand même une portion à défrayer. Donc, avant le midi, vous avez 3 options le midi. Vous êtes inscrit au service de garde, c'est sûr que ça fait partie de votre service quand vous êtes inscrit. Sinon, vous êtes un marcheur, vous allez marcher vers la maison, dîner à la maison, aucun frais. Sinon, vous êtes un dîneur qu'on appelle. Un dîneur, c'est un élève qui mange au service de surveillance. Donc, les coûts sont moindres, mais le ratio adulte-enfant est plus grand. Donc, à la maternelle, c'est un adulte pour 30 enfants et au primaire, là, de première à 6e année, c'est un adulte pour 75 enfants, tandis qu'au service de garde, c'est un adulte pour 20 élèves en tout temps. Même pour le préscolaire 4 ans, c'est 17 élèves, 17. Donc, je trouve ça important qu'on parle de service de garde parce que Annick, elle l'a dit en début de rencontre, c'est que les élèves à la maternelle fréquentent quasiment le même temps au service de garde qu'à l'école. Oui, effectivement. S'ils prennent le service de garde matin, midi et soir, on se retrouve à être de même temps. Donc, il va avoir quand même une éducatrice en charge de son groupe. Donc, c'est vraiment important. L'équipe, dans le fond, est composée de la technicienne qui s'occupe là, de tout orchestrer le service et est accompagnée dans des gros milieux. Il va y avoir une éducatrice principale qu'on appelle, qui vient soutenir de façon la technicienne en administration. Puis, on a l'équipe d'éducateurs, le personnel éducateur à l'enfance. Puis, dans plusieurs milieux, maintenant, on a des TES là, qui viennent soutenir les milieux. Pas partout, mais dans plusieurs milieux. Aussi, le service est offert lors des journées pédagogiques. Donc, ça aussi, c'est très important de le savoir. Parce qu'il y a quand même 20 journées pédagogiques dans le calendrier scolaire. On débute avec 4 journées en pédagogique avant la rentrée scolaire et on termine également l'année après le 21-22 juin habituellement. On a encore 3 jours de pédagogique. Parfois, les milieux sont fermés à ce moment-là, tout dépendant de la demande des parents. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des demandes. C'est dans vos droits de faire les demandes. Sinon, à l'intérieur du calendrier scolaire, toutes les journées pédagogiques sont ouvertes. Le service de garde offre un service de l'ouverture à la fermeture. Donc, c'est vraiment un continu qui est offert avec un coût un petit peu plus dispendieux, mais toujours là subventionné par le gouvernement. Là, je vois qu'en rouge, c'est le 10 mars au 4 avril qu'on devait s'inscrire au service de garde. Si j'ai des parents présentement à l'écoute qui n'ont pas procédé à l'inscription, comment ils fonctionnent? En fait, c'est vraiment d'appeler à l'école. Moi, je vous invite vraiment d'appeler avant de vous rendre pour être certain là, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre à vos questions parce que parfois, le personnel des services de garde sont comme en dehors des heures de l'école, fait que parfois vous pourriez arriver, la technicienne n'est pas là ou elle est en pause ou etc. Donc, appelez à l'école de votre quartier, de votre secteur, puis demandez le service de garde à la personne technicienne et vous allez avoir toute l'information. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est sûr que c'est important de le faire rapidement pour qu'on puisse avoir le nombre d'élèves pour le début de l'année. Donc, peut-être un petit mot sur le transport. Effectivement. Le transport qui va en lien avec le. J'essaie de le mettre plus loin. Je ne sais pas pourquoi ça sort. Donc, dans le fond, pour le transport, ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous êtes inscrit au service de garde, vous n'avez pas accès au transport. Donc, si vous fréquentez le service de garde le matin et le soir, automatiquement, vous n'avez pas accès au transport. Si vous êtes inscrit au service de garde le matin, vous n'aurez pas droit au transport le matin, mais si vous désirez que votre enfant revienne à la maison tous les soirs, vous allez pouvoir utiliser le transport. Donc, c'est vraiment, faut que ça soit toujours pareil. Donc, c'est soit matin et soir service de garde ou matin et soir autobus, soit matin service de garde, après-midi autobus et matin autobus, soir service de garde. Les choix qu'elle vous dit là, sont à l'écran, c'est l'infographie que vous avez accès sur le site Internet. Là, donc,
Annick va être là aussi à la fin là, pour répondre aux questions, là, si vous avez des questions plus précises sur le service de garde. Mais je tiens à dire, si vous avez un métier qui est saisonnier, exemple, vous pouvez faire appel au milieu, dire, OK, moi, je travaille seulement pendant la période estivale. À compter de avril, j'ai besoin du service de garde. On va procéder au changement et vous allez avoir accès au transport. Donc, il y a moyen là, de changer la fréquentation, mais on ne peut pas changer la fréquentation de façon sporadique là, à tous les jours ou à toutes les 2-3 semaines. Donc, ça fait le tour et je vais être disponible pour répondre à vos questions à la fin. Merci, Annick. Donc, on va mettre la présentation. Je suis encore en problème technique. Geneviève, vous êtes là? Est-ce qu'on entend Teams? Arrêtez le partage. Tu as fini la présentation? Non, je n'ai pas fini. C'est parce que ça veut pas. Regarde, ça cache. Ça cache, je ne peux pas peser dessus. Clique sur le bouton-là. Les 4 petits boutons. Descends cette fenêtre-là. Ouais. Ah, voilà! Merci. Je suis vraiment proche. Puis là, celle-là, cette phrase, si vous ne la voyez pas, je vais la monter. Bon. Je vous invite à aller vous inscrire, en fait, vous rejoindre la page Facebook de votre école pour vous habituer doucement, tranquillement aux communications que l'école fait sur les pages Facebook. Consultez le calendrier scolaire. Il est déjà là sur le site Internet, celui de 2025-2026. Donc, vous pouvez déjà prévoir, en fait, les congés et tout. Mais juin, allez aux journées d'accueil. Si les écoles vont vous inviter, là, c'est pas par mois. Donc, les écoles, vous allez recevoir des nouvelles des écoles pour vous inviter à venir dans les milieux à des petits moments pour visiter, pour faire des accueils à la maternelle. Juin, juillet, il y en a qui sont curieux déjà de savoir quand est-ce qu'on va recevoir la liste des faits scolaires sur le site Internet de l'école, ainsi que par courriel aussi qu'on va vous envoyer la liste des faits scolaires pour la maternelle. Au septembre, c'est important de vous dire, il y a une entrée progressive au service de garde, pas au service de garde, une entrée progressive à la maternelle, c'est 3 jours, c'est conventionné. Et au centre de service, on a convenu que c'était 3 jours maximum et minimum. Le 29 août, le 2 et le 3 septembre, qu'est-ce que c'est que ça, une entrée progressive? Lorsque vos enfants ont commencé la garderie, est-ce qu'ils ont commencé 7 heures de suite? C'est un peu la réalité. On essaie de faire ça un petit peu plus en douceur. Et l'intention de cette pratique-là, qui est partout dans tous nos milieux, elle peut être différente un peu, mais ça sert vraiment au premier lien, tout en douceur avec l'enseignante et avec les camarades. Donc, vous allez être invités à venir des petits moments, des plus courts moments, en plus petits groupes, pour que votre enfant puisse nommer ses besoins, lever sa main, l'enseignante va pouvoir répondre mieux et qu'il fasse un lien direct, là, autant avec les amis, hein, quand on est moins nombreux, plus facile d'aller vers l'autre, plus facile de se faire des amis, de rentrer en contact. Donc, c'est 3 journées à prévoir dans votre calendrier, pour peut-être accommoder, si vous êtes capable au niveau du travail, que lorsqu'il va passer ces moments-là à l'école, le retour se fasse principalement à la maison ou avec une personne à la maison que l'enfant connaît bien, donc mamie, papy, la grande sœur, ça va être important. Toujours dans l'optique aussi de peut-être idéalement prévoir un peu de repos dans cette transition-là, comme on en a parlé tantôt, là aussi, dans la fatigue qui est présente, là. Annick a nommé, on s'adresse à l'école directement pour tout ce qui est à la secrétaire, pour tous les besoins. Je déménage, j'ai changé d'adresse, j'ai le mauvais courriel, tout ce qui est technicienne en service de garde ça concerne le service de garde. Et à l'enseignante, c'est plus le fonctionnement de la classe, comment ça va, l'adaptation. Donc, gênez-vous pas, c'est un service public, l'école, donc on a le droit d'appeler à l'école, puis de s'informer, puis de questionner. C'est normal, puis je vous encourage vraiment à le faire. Je mets toujours des ressources à la fin. Utilisez les partenaires de la communauté. J'ai été intervenante familiale 15 ans dans une maison de la famille. Ça regorge d'activités familiales, d'activités en diade par enfant, les camps de jour, la piscine, donc on les a nommés. Donc, je vous encourage vraiment d'aller avec vos enfants pour permettre des nouvelles expériences, pour permettre des nouvelles découvertes, pour permettre le contact entre eux, entre les enfants. Et cette vignette-ci, c'est plus des ressources là, que vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir consulter. Si vous voulez aller plus loin sur le programme cycle, 4-5 ans à l'éducation préscolaire,
tous les livres à la bibliothèque. C'est une sélection que j'ai faite, mais j'en lis à chaque année. Sont beaux. Des fois, c'est la version de l'enseignante. Des fois, c'est la version de l'enfant. Des fois, c'est le parent qui ne veut pas aller à l'école. Donc, il aborde tous les thèmes, toutes les émotions. C'est vraiment des bijoux précieux pour parler de l'école. Les autres, des petites vidéos, une journée à la maternelle. Vous allez voir des micro-transitions dans une maternelle. On se déshabille, on s'habille, on lave les mains, on mange la collation, on lave les mains. Donc, il y en a beaucoup des transitions. Donc, je vous encourage, c'est 5 minutes. Regardez-le avec votre enfant. Vous allez voir à quel point ça bouge et il y a beaucoup de transitions. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais je vais vous laisser de la place pour les questions. Donc, je suis déjà rendue au résumé. On regarde les 2 passages à l'écran. On veut que la transition se passe lumineuse, qu'elle soit accueillante. On a le goût d'y aller. Donc, le 2e passage, c'est comme ça qu'on veut la rendre, cette transition-là. Et j'aimerais vous dire que quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement. Je mets tout le temps la faute sur nous, les acteurs, les adultes autour de l'enfant, pour faire en sorte que ça aille bien. C'est notre responsabilité collective. Alors, la transition scolaire, c'est un processus d'adaptation qui se vit sur plusieurs mois, bien avant la rentrée. Il n'y a pas de prérequis. Je pense que vous l'avez entendu. C'est important parce que, tu sais, attacher ses souliers, toutes ces choses-là, c'est pas un prérequis, on pense. Là, des fois, on entend ça, mais c'est pas le prérequis, le seul, c'est l'âge, comme qui était dit tantôt. Le jeu, c'est au cœur vraiment de l'apprentissage à la maternelle. L'échange d'informations, la collaboration, c'est vraiment un gage de succès. Vous êtes notre premier partenaire, donc vous êtes vraiment important. Impliquez-vous. On veut travailler ensemble avec vous pour l'école. Les objectifs, on veut accroître le sentiment de confiance, donner le goût, il faut que ça goûte bon, il faut que ça sente bon. Toute l'école. Fait qu'il faut vraiment qu'on mette l'école là, plus, qu'on amplifie la senteur, ça goûte bon. On veut augmenter son sentiment de bien-être pour qu'il soit capable d'apprendre, puis on veut qu'il soit sécurisé. Et tout l'amour, toute l'importance que vous allez accorder à celle-ci, là, ça va payer pour les autres, je vous garantis. Donc, mettez de l'amour, on en met plus d'énergie d'amour dans celle-là, puis toutes les autres vont se faire un petit peu plus facilement. Donc, je vous remercie. Il est 19h45. On va arrêter l'enregistrement pour vous permettre d'être plus convivial. On va pouvoir se poser les questions, on va pouvoir déposer les questions dans le clavardage, ouvrir les micros, en fait, lever la